welcome to the virtual Maison Française at Columbia University. I'm Shani Peer, I'm the director of the Maison Française, and we're really delighted to present today a discussion about films by Paulin Soumanou-Vieira, who will be more properly introduced in a moment. And we're presenting this in partnership with the Maison Française and the Institute of African Studies at Columbia. This conversation will be taking place in French. Donc, si vous êtes francophone, patientez une minute, s'il vous plaît. Nous allons continuer en français. I wanted to start by saying that Nicholas Elliott will be providing simultaneous translation into English. So if you want to listen in English, you need to click on the globe at the bottom of your screen and pick English. Otherwise, if you stay on here, si vous restez sur cette chaîne, la conversation aura lieu en français. Donc, nous sommes très, très heureux de vous présenter une conversation autour des films de Paulin Vieira, l'un des pionniers du cinéma africain. Nous avons l'honneur de recevoir Stéphane Vieira, le fils de Paulin Vieira, et qui a, entre autres choses, fondé une association PSV Film qui a pour mission de préserver, conserver, distribuer et valoriser l'œuvre de son père. Le site web de PSV Film est indiqué dans le chat. Et nous avons aussi l'honneur de recevoir de nouveau deux de mes très chers collègues à Columbia, Souleymane Bachir Diagne et Mamadou Diouf. Bachir Diagne est professeur de français et de philosophie à Columbia et Mamadou Diouf est professeur d'histoire à Columbia. Ils sont d'ailleurs aussi tous les deux d'origine sénégalaise, donc compatriotes du cinéaste. Et ont fait des études en France pour enfin se retrouver ici à New York. La conversation sera menée aujourd'hui par Nora Philippe, notre chère Nora Philippe, qui depuis quelques années est programmatrice de Festival de films à la Maison Française. Elle a d'ailleurs discuté avec Bachir et Mamadou de La Noire 2 qu'on a présenté lors d'un festival sur Blackness in French Cinema il y a quelques années. J'espère qu'on va pouvoir tous se retrouver autour d'une même table à la Maison Française bientôt. Nora est, entre autres choses, une cinéaste elle-même et elle réalise en ce moment un film sur la restitution du patrimoine africain, des œuvres d'art africaines en Afrique. Et elle a également organisé une exposition et un film sur une collection des poupées noires américaines. Donc, merci à tous. Ils ont aussi mis une sélection de films à votre disposition. Et c'est de ces films-là que nous allons discuter aujourd'hui. Si vous ne les avez pas encore vus, vous pouvez voir le lien qui est indiqué dans le chat pour vous inscrire et les regarder sur Internet jusqu'à ce samedi. Une dernière chose, nous allons réserver quelques minutes pour des questions à la fin de la discussion. Donc, si vous avez une question, vous pouvez le mettre en français ou en anglais dans le Q&A en bas de l'écran. Donc voilà, merci à Stéphane, Bachir, Mamadou et Nora d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à tout le monde de participer et merci à Nicolas de faire la traduction. Je passe la parole à toi, Nora. Bonsoir, merci Shani de cette introduction. Alors, je vais commencer par m'adresser à Stéphane Vieira. Je souhaitais préciser quelques petites choses concernant votre activité absolument remarquable en faveur donc de la préservation et de la diffusion de l'œuvre de votre père. Je voudrais signaler que l'association PSV Film a apporté l'organisation de 2 colloques d'importance autour de l'œuvre de Paulin Vieira, donc au musée du Quai Branly en 2017, à l'université d'Indiana en 2019, et que vous accompagnez donc des versions restaurées de la trentaine de documentaires que votre père a réalisés, donc les diffusions de ces films-là dans des festivals de Ouagadougou, à Dakar, à Carthage, mais aussi à New York et à Cannes.
Et vous avez également réalisé 2 films sur le cinéma de Paulin Vieira, Destin commun, hommage à 3 éclaireurs du 7e art et témoignage, je crois donc en 2019. Voilà. Et je souhaiterais, pour introduire donc cette soirée, que vous nous donniez peut-être quelques repères biographiques sur votre père, d'abord, pour un public qui peut-être n'est pas familier de son œuvre, et surtout que vous nous éclairiez sur le choix des 4 courts-métrages qui sont l'objet de cette soirée aujourd'hui. Donc, Afrique sur scène, Une nation est née, Lambe et L'envers du décor, que notre public aura donc pu découvrir en amont de cette session de conversation. Merci Nora, je vais essayer de tout condenser. Alors bonsoir à tous, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous, avec mes compatriotes sénégalais, Malendi Nangadef Ndidenliu. Bon, ça fait quand même un peu d'originalité. Qu'est-ce que je peux dire sur l'association? Donc, vous l'avez bien présentée. Je remercie bien sûr toute mon équipe, parce que je ne suis pas tout seul à tenir l'association PSV Film et à avoir réalisé tout ce que vous avez dit en préambule. Pour vous parler de mon père, donc Paulin, je vais juste le présenter quand même assez rapidement. On ne sait pas toujours qui il était et comment il a pu arriver en Europe et faire des études de cinéma. Alors brièvement, il quitte le Bénin, Paulin est né en 1925 et il quitte le Bénin en 1935. Donc il arrive en France, il a 10 ans. Il reste donc dans un internat, je fais très court. La guerre arrive. Il est toujours dans l'internat. Il rentre au Bénin 15 ans après, donc à l'âge de 25 ans, et il a déjà perdu sa langue maternelle. Donc vous voyez déjà le traumatisme qu'il a. Il revient donc en France, il tombe malade, donc c'est une période un peu compliquée de sa vie. Mais en 1948, par exemple, il fait quelques figurations avec Gérard Philippe. Je dis ça parce qu'en 1948, il y a aussi René Vauthier, on en parlera parce que dans le film Afrique sur scène, on voit que Paulin récupère des images de René Vauthier. Donc René Vauthier sort aussi de l'IDEC dans cette période de 1948, où il va tourner Afrique 50 en 1950. Donc vous voyez, Paulin est déjà un peu en amorce avec le cinéma dans cette période-là. Et en 52, donc il intègre l'IDEC, et c'est le premier noir, en fait, africain, à intégrer cette prestigieuse école de l'époque. Et ensuite, en 57, donc bon, bien sûr, il réalise Afrique sur scène en 1955, on va en parler tout à l'heure. Et il se retrouve au Sénégal en 1957, où il commence à travailler pour les actualités de l'Afrique occidentale française, donc l'AOF d'abord, puis reste au Sénégal indépendant pour mettre en place les actualités sénégalaises. Donc j'essaye de brosser, on aura le temps de venir sur le parcours. Les films de la tournée, bon écoutez, vous les avez nommés, Afrique sur scène, Lambe, L'envers du décor et Une nation est née. Donc l'Afrique sur scène, bien sûr, Afrique sur scène, c'est le film qui marque les débuts du cinéma africain. Il a tourné, bien sûr, comme vous avez dit, avec des interdictions donc d'aller tourner en Afrique pour prendre des images. René Vauthier en avait fait les frais. Je vous rappelle que le film Afrique 50 a été censuré pendant 40 ans. Et donc Paulin récupère ces images du début de l'Afrique sur scène, où on voit les enfants dans le fleuve Niger. Et c'est un message, bien sûr, d'espoir. Ensuite, bon, on parlera de L'envers du décor. L'envers du décor, il a réalisé donc lors du tournage du film Tchedo de Samuel Ousmane, son ami de toujours. Ce sont vraiment des compagnons de lutte. L'un peut-être plus engagé et virulent, et l'autre l'un un peu plus dans la stratégie, la réflexion. Donc, il a produit beaucoup de films de Samuel à ce niveau-là. Lambe, c'est une merveille, je dirais, parce que ce film a été restauré en 2018 et il a été présenté encore à nouveau au Festival de Cannes. C'est le premier film, alors je parle peut-être vite pour la traduction, je vais ralentir le débit parce que j'essaye de tout condenser. Lambe, c'est le premier film à avoir été sélectionné au Festival de Cannes en 1964. Ce film réalisé en 1963, donc 2 ans, 3 ans après les indépendances. Et ce film a été restauré donc en 2018 et resélectionné au Festival de Cannes, à Cannes Classique. D'ailleurs, on avait mis en avant-première du film Yen de Djibril Diop Mambéty, qui avait été restauré aussi en 2018. Donc, on avait pu mettre les 2 films ensemble. Et on terminera, je crois, par Une nation est née. Je dirais que c'est mon préféré.
Une nation aînée, pour moi, c'est un film qui va sans doute marquer son histoire, mais maintenant. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal avec la jeunesse un peu qui se cherche, mais elle se cherche parce qu'elle n'a pas de repère. Et ce film, en fait, donne un repère peut-être à la jeunesse sénégalaise, même à la jeunesse africaine. Et ce film pourrait éventuellement être mis au programme scolaire. Enfin, j'y crois, j'aimerais bien. Voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Stéphane, effectivement, vous nous aviez glissé que Une nation aînée était votre film préféré. Et de fait, c'est un film absolument étonnant, esthétiquement également, puisqu'il mêle à la fois une mise en scène et quelque chose qui est très stylisé à des images très documentaires. Et ma prochaine question va à Mamadou Diouf sur cette question précisément de la représentation des indépendances. C'est bien le projet de ce film-là. Est-ce que vous pourriez nous offrir vos commentaires sur la singularité de ce film, peut-être aussi au sein d'un corpus plus vaste et en même temps assez rare de films et d'images qui ont été produits autour des indépendances du Sénégal et peut-être plus largement de l'Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup, Nora. Bonsoir à tout le monde. Je pense effectivement que Une nation est née et un film qui annonce d'une certaine manière disons, l'approche que les différentes générations de cinéastes ont tenté d'adopter pour rendre compte. Et c'est pour ça que le mot représentation est un mot important ici, pour rendre compte d'un processus, pour narrer une histoire. Et la grande force de Paulin Joachim dans ce film, je crois, c'est de se placer d'une part, disons, l'esthétique de la littérature. Par exemple, il y a des accents senghoriens assez intéressants en termes de musique, en termes de danse, en termes du rapport à la lutte. La lutte qui semble être, si vous voulez, le condensé de, entre guillemets, l'âme africaine, où il y a les hommes et les femmes, il y a la chanson, il y a le rythme, il y a la danse. Mais il y a aussi des corps qui s'éprouvent. Et je pense que Paulin a fait Lambe et Une nation est née comme une conversation. Parce que c'est justement la notion de lutte qui devient une notion importante. Mais c'est aussi une analyse. Je pense qu'on l'oublie souvent. Il y a toute une analyse de la colonisation et les effets de la colonisation sur les Africains. Il y a toute une analyse de cette période de la pacification. Et ce sont ces deux analyses qui portent le projet qui est le projet de l'indépendance. C'est-à-dire, et c'est peut-être là où effectivement Stéphane a raison, Paulin nous présente une histoire d'oppression, d'exploitation pour définir ce que devra être, si vous voulez, le projet de l'indépendance. Et il le fait à la fois de manière très esthétique, comme je disais, la référence à Senghor dont j'ai parlé, mais il le fait aussi de manière très ethnographique. C'est à la fois l'histoire d'avant, parce qu'il a une introduction. Cette introduction, c'est de nous parler de l'histoire précoloniale. Et il glisse vers l'histoire coloniale et parle du projet d'indépendance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas les continuités et les discontinuités. Quand Paulin se réfère à l'histoire précoloniale, dans la période où il intervient, est-ce que la référence est au mouvement nationaliste culturel, alors qu'il n'est pas du tout un nationaliste culturel. Paulin, c'est plutôt marxiste. Il a une approche qui est une approche très politique et très idéologique. Mais il fait ses références
peut être effectivement la base d'une discussion de comment on a représenté l'Afrique sur toute une longue période dès de l'indépendance, c'est-à-dire quel bilan on peut faire. Et Paulin nous donne, en fait, si vous voulez, des instruments, des informations, à la fois réelles et imaginées. Paulin reste quelqu'un qui est profondément dans la poétique, même s'il se veut, disons, un créateur engagé. Merci beaucoup. Je rebondis alors sur ce terme sur cette notion de poétique pour poser une question dans cette continuité à Bachir Diagne. Et on va essayer d'élargir le propos. Peut-être, je voudrais vous demander, Bachir Diagne, qu'est-ce que... En fait, il y a une grande diversité de langage filmique à l'œuvre dans les films que nous avons visionnés. On peut peut-être mettre l'envers du décor à part, qui est beaucoup plus tardif, qui est une autre forme. Mais qu'est-ce que vous diriez de la poétique de Vieira entre Afrique sur scène, Une nation aînée et Lambe, avec aussi peut-être, j'aimerais vous interroger sur la musique. On passe de musique symphonique à du jazz, à ces accents effectivement sangoriens que Mamadou Diouf soulignait. Comment vous qualifieriez la poétique de Paulin Vieira dans ces années-là? Merci infiniment, Nora, et bonsoir à tout le monde. Et effectivement, vous avez raison 1000 fois de prononcer ce mot de poétique et de poésie. Ce qui frappe dans les films, tous les films, mais vous avez dit il faut mettre peut-être l'envers du décor à part, puisque là, il s'agit vraiment de faire parler Sembène Ousmane, de faire parler son cinéma, de faire un film sur le cinéma de Sembène Ousmane. Tandis que pour les autres films, le choix qui est fait, par exemple, d'un récitant, est un choix qui permet à ces films d'être autant de poèmes. Ce n'est pas seulement qu'il y a une poétique des images, elle est réelle, il y a une poétique des images, la caméra fait un travail magnifique de restitution d'images, mais il y a également le choix fait de réciter de la poésie, d'avoir une récitation poétique qui vient se superposer aux images. Et c'est très important, vous le trouvez aussi bien dans Lambe que dans Une nation aînée, et vous le trouvez également. Par exemple, Une nation aînée, l'essentiel de la récitation, c'est la récitation du poème de Senghor, qui est également l'hymne national du Sénégal. Et l'hymne n'est pas chanté, parfois on oublie que c'est Senghor qui a écrit l'hymne national du Sénégal et que c'est un poème absolument magnifique. C'est probablement, si on comparait les hymnes nationaux des différents pays sur le poétique, je crois que le Sénégal se placerait en tête parce que son hymne a été écrit par un poète et quelqu'un qui a su faire chanter la langue française. Et c'est rare de l'entendre réciter, si vous voulez. On a l'habitude de l'entendre chanter. Et le poème récité se marie très bien avec la musique. Vous l'avez dit, prenez Lambe, par exemple. Les chants des femmes, le chant des femmes est présent pendant tout le film. Il est simplement interrompu par le tam-tam au moment de la lutte, quand la lutte s'effectue. Or, quand on prête attention, ces femmes elles-mêmes sont en train de réciter de la poésie. C'est de la poésie gymnique, on appelle ça techniquement, ça veut dire une poésie qui chante les athlètes. Et donc, les athlètes qui vont s'engager dans la lutte sont également chantés comme les héros qu'ils sont par les femmes. Momodou a parlé tout à l'heure des accents senghoriens que l'on retrouve chez Vieira. Il faut se souvenir que Senghor a toujours dit que sa poésie à lui était née des chants gymniques sérères, parce que l'ethnie sérère à laquelle Senghor appartenait est une ethnie qui a adopté la lutte comme une forme à la fois de sport et également de poésie. Les lutteurs étaient chantés par les femmes et se chantaient d'ailleurs eux-mêmes aussi. Et donc, il fallait être le meilleur lutteur possible, à la fois dans le combat, mais aussi dans la poésie que l'on pouvait réciter
à son propre propos. C'est presque homérique. Avant de se battre, il faut commencer par dire quel champion on est, etc. Et ça, le cinéma de Vieira l'a capturé magnifiquement. Le choix qu'il a fait d'un récitant permet à la poésie d'occuper toute la place qui est la sienne. Et pour finir plus précisément sur Afrique sur scène, paradoxalement, l'interdit de filmer sur le continent africain, dans la colonie, a été la grande chance de ce film. Et du coup, il décide, je ne savais pas, mais Stéphane vient de nous l'apprendre, de prendre des images qui avaient déjà été filmées pour ce qui concerne le continent africain, ces enfants qui se baignent dans le fleuve Niger et qui lutinent un petit peu, et avant d'effectuer la montée à Paris. Et je fais exprès d'utiliser cette expression. En France, on monte à Paris quand on est de la province, alors a fortiori quand on est de la colonie. Monter à Paris, c'est véritablement aller vers le centre, dont on est la périphérie, aller vers la ville mythique qui est Paris. Et ce côté-là est parfaitement rendu par la poésie du film. Il y a à la fois la poésie, le lyrisme extraordinaire du récitant, parlant de ces flâneries justement dans Paris, parlant des trottoirs en or, c'est la manière dont on pouvait s'imaginer Paris depuis la colonie. On avait l'impression que c'était une ville qui était en or. Et là, on voit une référence d'ailleurs à toute une littérature qui parle, je prends un titre littéraire de littérature africaine qui est Mirage de Paris. Moi, ça m'a fait penser à ce roman de Ousmane Socé Diop qui s'appelle Mirage de Paris. Il va vivre le mirage de Paris et filmer, mais par ailleurs, ce n'est pas simplement la poésie des villes du quartier latin essentiellement. On voit à un moment donné la place de la Concorde, la caméra se promène un peu partout, mais c'est surtout le musée de l'homme, paradoxalement, et le quartier latin, qui sont véritablement au centre du film. Et les personnages ne parlent pas, bien entendu, mais on imagine parfaitement des histoires qui les lient. Et ces histoires qui les lient sont une espèce de poésie du métissage aussi. Ils sont de toutes les races. Il y a cette image très frappante, d'ailleurs, du jeune homme en costume sur la moto, et derrière la moto, il y a la flamme blonde. Je veux dire, c'est une image symbolique extraordinaire. L'homme noir et la femme blonde, c'est presque un stéréotype qui pouvait frapper à ce moment-là, mais aussi des lieux de rencontre. Donc, Paris est un lieu de métissage. C'est un lieu où l'on se rencontre, et l'on se rencontre à partir d'origines extrêmement différentes. Cela correspond à ce qui a été, à ce qu'a représenté Paris, d'ailleurs, pour les intellectuels non seulement africains, mais également afro-américains, puisque Paris était véritablement le centre de la négritude, pour parler vite, c'est-à-dire cette rencontre de la Harlem Renaissance et de la personnalité. Et c'est donc un lieu de métissage qui est ainsi célébré. D'ailleurs, c'est l'une des phrases du film. Je crois que vers la fin, le récitant dit « amis noirs et jaunes, amis noirs et blancs » et parle de danser ensemble vers la lumière, d'aller ensemble vers la lumière. Et vous avez parlé de la musique, c'est d'ailleurs une des dernières images de ce film, où on est dans un club, j'imagine, où on danse sur une musique qui est une musique très métisse, puisque c'est de la salsa. Il y a eu de la kora, il y a eu du jazz, vous l'avez dit, et ce moment-là de la salsa est également une célébration très symbolienne, dirais-je, du métissage. Merci beaucoup. Alors, l'Afrique sur scène, c'est devenu un film assez culte. Qui a été aussi montré souvent dans une très très mauvaise qualité sur YouTube, mais que les étudiants du monde entier regardent précisément pour ce que vous notiez de sa poésie, de son utopie aussi, on peut dire, je crois. Ma question va à Stéphane Vieira sur le contexte de production de ce film et sa diffusion
diffusion, sa fortune. Vieira entre à l'IDEC, je crois, à 27 ans, à peu près en 52, et le film date de 55. C'est un film, je crois, finalement de fin d'études, fait collectivement avec d'autres étudiants. Et moi, je voudrais savoir ce qu'il en a été ensuite de sa diffusion. Il est fait aussi avec le comité ethnographique, donc le musée de l'homme, effectivement, comme le disait Bachir Diagne. Et qu'en est-il de sa diffusion et de sa fortune, je dirais presque matérielle aussi, en France et au Sénégal par la suite, jusqu'à aujourd'hui? Alors, ce que je peux en dire, c'est que Afrique sur scène donc n'est pas le premier film de Paulin. Mon premier film, c'était il y a 4 ans qu'il a fait. C'est son film de fin d'études qui dure 8 minutes à peu près. Donc, c'est un film qui a été même controversé, qui a eu du mal à être diffusé. Bon, on passera sur les certains détails de censure qui ont voulu être mis à ce moment-là. Et Paulin a montré sa détermination et son engagement et son panafricanisme engagé, donc, pour maintenir le film sans coupe et le présenter. Donc, c'est son film de fin d'études. C'était il y a 4 ans, il est daté de 1954. Donc, en 1955, comme on dit, un film ne se fait jamais seul. Il fait son film avec ses amis, donc Mamadou Sarr, Jacques Melokan et Karistan. Alors, Paulin, dans une interview, définit les rôles de chacun. Il dit que Mamadou Sarr était plutôt donc, à la production, le producteur du film, que Jacques Melokan était au niveau de la régie, et que Karistan, bien sûr, c'est le caméraman du film. Paulin, lui, il a réalisé le film et il a fait le montage. Ça a été une histoire incroyable, dit-il, puisque pour monter le film, ils n'avaient pas de place au niveau du musée de l'homme sur les tables de montage. Voilà, puisqu'ils ont quand même fait le film avec des dons de pellicules, d'accord, des collègues qui ont aidé, etc. Et ils faisaient la queue sur la porte de sortie. Ils attendaient. Et dès qu'il y avait une place qui se libérait, ils rentraient, ils faisaient un bout de montage. Et dès qu'il y avait des gens qui avaient réservé arrivaient, ils ressortaient et ils attendaient leur tour. Donc, dans ces conditions-là, vous pouvez bien imaginer que le circuit de distribution était quasiment nul. Et je pense que c'est certainement sous le bras qu'ils ont essayé de partager cette œuvre. Et bien plus tard, bien sûr, on peut remercier quand même l'Institut français et la Cinémathèque Afrique qui a sauvé un peu la base de ce film, puisque PSV Film a été créé qu'en 2012. Donc d'ici là, il y avait Paulin qui gérait ses affaires et les films étaient en partie à la Cinémathèque Afrique conservés. Et d'ailleurs, c'est avec ce partenaire-là privilégié qu'on a restauré Lambe et Afrique sur scène. Donc, vous voyez, on ne peut pas parler vraiment de diffusion. Le Sénégal a vu épisodiquement ce film lors de manifestations, hommages, colloques. Mais comme c'est un court-métrage, donc il ne peut pas faire l'objet d'une séance entière. Donc, c'est toujours dans des situations de réflexion que le film est projeté. Voilà ce que je peux dire. Donc, Paulin Vieira prend ensuite un poste qui a eu une importance considérable sur la vie cinématographique, audiovisuelle, voire politique du Sénégal post-indépendance. Il devient le directeur des actualités cinématographiques corrigez-moi, de 60 à 75, je crois. Et je voudrais poser la question à Mamadou Diouf concernant ce rôle-là, en fait, et ce que ça a produit, ce que cela aussi impliquait comme responsabilité, comme relation, voire négociation au pouvoir. Et savoir aussi, alors je ne sais pas si c'est Mamadou ou Stéphane qui nous répondra là-dessus, mais ce que sont devenues les productions, ces productions datant de ces 15 années-là, produites donc à Dakar. Merci Nora. Ce que je voulais dire dans la continuité de ce que Stéphane a dit, c'est que dans les conditions des années 50 où en fait Paulin Vieira commence sa carrière, c'est un espace qui est un espace où il n'y a que des difficultés. Des difficultés en termes de formation. Lui, au moins, il va à l'IDEC. Semben, il est obligé d'aller à Moscou. Mais aussi des difficultés, en fait, de production et de circulation de ce qui est produit. Donc, il est pris dans cela.
Et il est d'autant plus pris dans cela que Paulin, Stéphane a dit, il est moins véhément que Sembène. Si vous voulez, on pourrait comparer le couple Paulin-Sembène et le couple Senghor-Césaire. Il y en a un qui crie fort et l'autre dit ce qu'il dit de manière tranquille, sans faire de bruit. Et c'est vrai qu'avec Sembène, c'est comme ça. Sembène, c'est la grande gueule. Paulin, c'est plutôt la finesse dans ce qu'il dit. Et par exemple, le cas le plus intéressant pour moi de tous les films qu'on a vus, c'est dans Afrique sur scène. Pour moi, il y a deux mouvements qu'il y a dans ce film qui sont fantastiques. Le premier, quand il fait référence à liberté, égalité, il laisse tomber fraternité. Il ne parle pas de la fraternité. Il parle que de la liberté et de l'égalité. La deuxième chose qui me semble intéressante aussi, c'est si vous voulez, la manière dont il s'intéresse. Là, c'est Paris. Mais en fait, toute cette flânerie dans Paris est rythmée par le tam-tam. Et on sait comment le tam-tam était une agression pour le colon. Et le fait de faire cette transposition et de parler de Paris en rythmant le mouvement avec le tam-tam, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que ça explique, si vous voulez, les difficultés qui ont été les difficultés d'une présence africaine sur le territoire du cinéma. Quand il revient en Afrique, il a une ambition. Et je pense que revenir au Sénégal, devenir des directeurs des actualités cinématographiques de l'AOF, et je pense que là aussi Stéphane a raison, c'est de l'AOF dont on parle. On ne parle pas encore du Sénégal. Et il va faire la transition. En fait, il considère que le cinéma, comme son ami Sembène, est un instrument pédagogique. Le cinéma permet non seulement de montrer, mais le cinéma permet d'éduquer. Et les actualités sénégalaises, pour autant que je me rappelle, je n'allais pas beaucoup au cinéma, parce que mes parents ne voulaient pas que j'aille au cinéma. Mais quand j'y allais subrepticement, et les actualités sénégalaises, c'était intéressant parce que c'est à la fois des actualités nationales, qui sont à la fois politiques, sportives, culturelles, mais c'est aussi les actualités internationales. Et je pense que quand on les regarde encore aujourd'hui, le souci pédagogique est central dans la démarche. Et Paulin s'est investi dans cela. Et cet investissement, effectivement, au moins je pense que ma génération et celle de Bachir, les actualités sénégalaises ont joué un très, très grand rôle parce que ce sont ces actualités qui nous mettaient dans le temps du monde. Et ce temps du monde nous était servi, et maintenant on peut le dire, disons, si vous voulez, comme analyste, par le regard de Paulin Joachim, de Paulin Vieira. Et ce regard de Paulin Vieira a effectivement, je pense, comme marqué plus les gens en certains moments que le regard de Sembène, parce qu'au moins les actualités sénégalaises circulaient, alors que le cinéma de Sembène n'a pas beaucoup circulé pendant un certain temps. Merci beaucoup. Alors justement, parlons de Sembène, et je vais donc passer la parole à Bachir. Vieira est lié d'amitié avec Sembène assez tôt. Je crois qu'il permet, c'est en 63, je crois qu'il l'aide à réaliser son premier film, Borom s'arrête. Il lui prête du matériel, de l'équipement, il lui fournit de la pellicule, de la caméra. On revient à cette question de la difficulté de la production. Et donc, à l'issue de ce long cheminement d'amitié avec Sembène, il fait ce film
film, L'envers du décor, donc un autre court-métrage qu'on a pu voir, et qui, c'est très intéressant, est à la fois, prend en charge un discours pédagogique et biographique, bref, mais pédagogique sur Sembène, et ensuite propose en cinéma direct des séquences extraordinairement précieuses qui montrent Sembène au travail. Ce qui est intéressant dans cette histoire également, c'est que le court-métrage de Vieira connaît le même sort que Tchedo, que le long-métrage de Sembène qui a été censuré. Donc, ils connaissent comme ça une symétrie dans la censure. Et par ailleurs, évidemment, donne la parole à Sembène sur sa pratique, sur sa théorie, notamment du montage. C'est absolument passionnant. Donc, on pourrait justement revenir aussi à cette question de la poétique et finalement d'un cinéma sur le cinéma. Et Bachir, je voudrais bien vous entendre là-dessus, sur ce cinéaste qui prend en charge aussi, qui se fait historien du cinéma, voilà, qui ne fait pas que ses films. Et ça, c'est remarquable, hein, et c'est très particulier, je crois, à Vieira. C'est absolument remarquable parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'il y ait un précédent que ce modèle-là existe véritablement. Pas simplement un documentaire sur un cinéaste, parce que là, on aurait pu comprendre un documentaire sur un cinéaste qui se raconte et ensuite on montre quelques images de ces films. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un film en lui-même sur un cinéaste et sur des films. Et c'est ça qui est fantastique. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, il faut peut-être le dire à l'intention de ceux qui nous suivent notre conversation, qu'effectivement, le film de Sembène Ousmane, Tchedo, a été censuré au Sénégal et que dans la foulée, le documentaire qui était fait sur Tchedo a été également censuré. Souvent, on se dit d'ailleurs, on pense que c'est le contenu du film, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est une bête question d'orthographe. Senghor s'est entêté en pensant qu'il fallait écrire Tchedo avec un seul D. Il avait totalement tort, mais comme il était grammairien et qu'il était au pouvoir, pour une fois, véritablement, là, il s'est entêté sur une erreur totale. Et du coup, comme un enfant gâté, ce film a été interdit. J'imagine qu'il a dû s'en mordre les doigts à plusieurs reprises. Mais cela étant, ce côté-là étant c'est ce qui fait le caractère fascinant de ce documentaire. Moi, j'étais très émue, par exemple, par ce moment où l'épouse de Sembène Ousmane, qui est son épouse américaine, est invitée à dire ce que représente pour elle la création chez Sembène. Et alors, cette manière qu'elle a d'en parler, de parler de la manière dont Sembène est véritablement hanté et habité par le film qu'il va faire avant, pendant, après, et l'image qu'elle emploie en disant c'est le moment où il devient polygame. Et je sens que je suis la deuxième épouse, la première épouse étant son film ou son cinéma. Voilà le genre de choses que Paulin Vieira a été en mesure de sortir de ce reportage sur Sembène Ousmane, qui va donc au-delà d'un simple documentaire sur un autre cinéaste. Et on sent effectivement la complicité qu'il y a entre les deux, le lien véritablement spirituel qui les unit autour d'un même combat, qui est le combat, et ceci est lié également à ce que vous disiez tout à l'heure avec Mamadou sur les actualités sénégalaises. Le combat de la véritable indépendance, c'est avoir la maîtrise des images de soi. Et ça, c'est valable de manière bien plus large. Produire ses propres images et se retrouver et se reconnaître dans les images que l'on produit soi-même, c'était ça aussi la finalité des actualités sénégalaises. Voir le monde à partir du Sénégal et voir le Sénégal en tant que Sénégalais et ne pas simplement subir les images que les autres vous donnent de vous-même. C'était un combat très important pour tous les gens de cette génération. Vieira l'a mené de cette manière-là, Sembène Ousmane l'a mené de cette manière-là. On ne s'étonnera pas que notre compatriote Amadou Mahtar Mbow, qui va fêter ses 100 ans ce week-end, 100 ans, bon pied, bon oeil, comme on dit. Et quand il a été directeur général de l'UNESCO, se soit autant battu
pour ce qu'il a appelé le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Parce que être dominé, c'est aussi cela. C'est que l'oppresseur vous impose certaines images de vous-même. Et donc, produire ses propres images de soi était extrêmement important. On le voit dans le rôle qu'il a joué dans les actualités sénégalaises. On le voit aussi dans le film qu'il a consacré ainsi à Sembène Ousmane. Il s'agissait non seulement de faire un film sur un autre cinéaste et sur le cinéma de ce cinéaste, sur les difficultés. Sembène, dans le film, parle des risques. Quand on découvre à propos du film qu'il est obligé de filmer sans avoir le retour des rushs. Et c'est vraiment marcher à l'aveugle. Vous faites un film à l'aveugle. Je ne connais pas grand-chose au cinéma, vous-même, et Stéphane en savait 1000 fois mieux que moi, mais je suis en train de me dire que ne pas avoir des rushs, c'est comme si j'écrivais un texte sur mon laptop et que je n'ai pas la possibilité de voir les pages qui précèdent. Donc, c'est vraiment fonctionner à l'aveugle. Mais ça, c'est probablement moins important que ce qu'il est en train de dire précisément de la vie des images, de la manière dont on les produit malgré ces difficultés. Et je reviens à ce passage encore une fois où l'épouse de Sembène a les paroles les plus vraies, dirais-je, sur ce que signifie la production d'un film par sommeil. Merci beaucoup. Je crois que Stéphane, depuis quelques minutes, levait la main et avait envie de réagir à partir de ce... Non, c'était pour commenter un peu la photo que vous aviez mis à l'écran. En fait, je suis donc le petit garçon qui tient le micro et Moussa Sembène, donc le fils de Sembène, et assis dans les bras de son père. Donc, tout ça pour dire que si les parents étaient amis, les enfants étaient vraiment frères parce qu'on a constitué complètement une famille où on partageait des moments de fête régulièrement. Voilà, c'était pour commenter un peu la photo qui avait été mise tout à l'heure. Je vais la remettre pour qu'on puisse la revoir si jamais l'auditoire l'a ratée. Et surtout, en fait, c'était ma dernière question à vous, Stéphane. Parce qu'on voudra laisser la parole voilà, aux personnes qui sont avec nous. Lorsque nous avons préparé cette session, vous nous avez détaillé, et j'en étais très admirative, en fait, vous avez détaillé le travail que vous avez fait, que vous êtes en train de faire autour des archives de Paulin Viera. J'aimerais beaucoup que vous nous parliez de ce qui est en train d'être fait au niveau des films, mais aussi en fait au niveau des écrits et au niveau des archives dans l'ensemble, en fait, qui vont être donc numérisés, etc. J'aimerais beaucoup que vous nous en parliez, de vos espoirs aussi par rapport à cette nouvelle diffusion. Et puis une question précise, souvent dans les biographies qu'il y a en ligne sur Paulin Viera, il est souvent précisé que lors de son décès brutal, il y avait beaucoup de projets qu'il a laissés inachevés. Et j'aimerais en savoir plus et savoir si c'est des choses que vous allez, ou pas, décider de rendre publiques, voilà, peut-être en l'espoir de nouvelles recherches ou même de nouveaux films. Je vois que des réalisateurs, des réalisatrices s'emparent aussi, par exemple, de l'Afrique sur scène pour faire de nouveaux films à partir de ces projets-là. Bref, voilà, je voudrais que vous nous parliez des devenirs. Alors, pour les devenirs, on va parler un peu des archives, puisque Paulin a beaucoup écrit. Il a fait une thèse donc, de doctorat sur le cinéma africain, donc pour dire qu'il a planché, vulgairement en disant ça. Et lors donc, de sa disparition en 87, on a dû, in extremis, nous rendre donc, dans la maison familiale avec mon frère pour recueillir tous ces écrits qu'on a réussi à conditionner et à rapatrier ici en France. Et pendant une trentaine d'années, nous avons cherché à droite, à gauche, une possibilité de valoriser un peu ce travail, puisque notre mère, qui était vraiment très impactée par ce travail, est triste de voir que Paulin, son époux, n'avait pas été reconnu à sa juste valeur.
Donc, on a compris qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on a essayé de trouver une solution un peu donc en Afrique. Malheureusement, donc les conditions n'étaient pas forcément réunies il y a quelques années pour pouvoir exploiter, valoriser, stocker, etc. En Europe, on a fait aussi un petit tour, ça n'a pas été très concluant. Et en 2018, nous avons rencontré Rachel Gabar, hein, que je salue en passage, qui m'a expliqué qu'effectivement, l'œuvre de Vira était très, très intéressante aux États-Unis, qu'on pourrait essayer de voir si on pouvait faire quelque chose. Et comme ça, de fil en aiguille, je suis rentré en contact avec Vincent Bouchard, d'abord, qui m'avait contacté, et Terry Francis, que je salue, qui sont donc de Bloomington, et avec qui on a commencé une discussion en 2018, et on a avancé. On a fait un workshop donc en 2019, où on a mis l'œuvre de Vira en avant. C'était au moment où les archives de Steinben arrivaient d'ailleurs à Indiana University, qu'on a pu donc avoir une présentation sommaire des archives de Steinben à ce moment-là. Et nous avons poursuivi nos échanges jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours dans ces échanges pour justement transférer l'ensemble donc de l'œuvre, en fait, des archives écrites, papier de Vira dans cette prestigieuse université, et avec des personnes très engagées comme Terry Francis, qui fait un travail formidable à ce sujet-là. Elle est de Black Film Center, et Black Film Archive Center, oui, c'est ça. Et donc voilà, nous travaillons, et ça permettra bien sûr après de rendre disponible. Alors, puisque ce sont nos volontés, donc je dis nous parce que la famille, hein, les frères et sœurs et l'association PSV Film, de faire en sorte que ces archives soient accessibles en Afrique, en s'adaptant à toutes sortes de débits Internet, etc., donc techniques. Donc, ce sont des clauses que nous sommes en train d'échanger actuellement, et nous sommes vraiment sur la fin du projet qui va certainement aboutir. C'est imminent. Voilà, j'en dirai pas plus. Et ensuite, que dire sur le décès brutal de Paulin? Oui, bon. En 87, il est parti des suites d'une maladie. Il y avait beaucoup donc, dans les archives d'éléments, notamment la suite de En résidence surveillée, son film qu'il a fait en 81, le long métrage. Donc la suite, le scénario est écrit, découpage, prêt à tourner. Il y a le tome 2 sur l'histoire du cinéma africain, hein, qu'il a fait, l'origine des origines à 1973, le fameux livre rouge. Je ne sais pas si je peux le montrer, vous le verrez sur ce fameux livre. On le voit un peu. Donc, il a une suite. La suite est complètement prête à être publiée. Voilà, elle est là, elle est énorme. Voilà. Ça s'appelle donc Écrit sur le cinéma africain, le temps qui passe, de 1974 à 1981. Donc, c'est toute une autre tranche que Paulin a détaillée dans ses écrits. Il y a d'autres éléments, notamment un manuscrit qui n'a pas été publié, mais qui est complet, prêt à être publié sur le deuxième tome, donc sur Steinben Ousmane, puisqu'il avait fini ce tome-là. Et j'en passe, d'autres scénarios aussi, voilà. Donc, effectivement, on peut dire qu'il est parti un peu trop tôt, mais je pense que nous essayons de faire en sorte qu'avec les archives qui pourront bientôt pouvoir être mis à disposition des chercheurs en particulier, mais des personnes qui sont intéressées par ces recherches, les archives pourront peut-être trouver un deuxième souffle, c'est-à-dire des personnes qui pourront s'intéresser à terminer des films, ou pourquoi pas faire une édition globale sur l'histoire du cinéma africain, etc., etc. Nous sommes en tout cas tout à fait ouverts à tout ce qui peut se passer, et PSV Film conserve bien sûr les copyrights qui sont très importants pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les trois. Je crois que c'est le moment de passer la parole à la salle, à notre salle virtuelle. Je crois que certaines questions sont déjà arrivées. En tout cas, n'hésitez pas. Nous avons encore une bonne dizaine de minutes avec nos invités. Voilà. Alors,
On a notamment alors une personne qui nous écrit, qui nous pose une question. Je pense à Sylvie. Oui, mais je crois qu'on a répondu déjà à cette question. Pourriez-vous nous parler de l'importance de Paulin Viera en tant que critique de cinéma et premier historien du cinéma africain? Peut-être qu'on peut prendre le temps de revenir un petit peu sur son ouvrage, tome 1, voire tome 2. Et l'un de vous, peut-être que Stéphane aussi peut revenir sur la manière dont il a travaillé aussi. Est-ce que ce sont des entretiens? Comment il avait accès au film? Enfin, peut-être la manière dont il a écrit son ouvrage, peut-être. Et de la même manière, Mamadou et Bachir, si vous avez des choses à rajouter ou développer. Je peux dire juste un petit mot sur, parce que j'ai lu dans certains documents de mon père, qui expliquait que pour interviewer Saint-Ben, c'était très, 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 très compliqué. Très, très compliqué. Mais qu'il y allait et des fois, Saint-Ben se posait parler, des fois, il ne voulait pas parler, etc., etc. Mais il a recueilli, il y a des documents, en tout cas dans les archives, qu'on pourra voir bientôt, il a recueilli énormément de témoignages directs de Saint-Ben. Et je pense que Saint-Ben, étant donné leur degré d'amitié, a pu se confier à Paulin sur certains aspects qu'il n'a pas forcément développés dans d'autres circonstances. Donc je pense qu'on va peut-être pouvoir comprendre aussi certains aspects de l'œuvre de Saint-Ben à travers les écrits que Viera a collectés. Bien. Est-ce que Mamadou et Bachir voudraient ajouter quelque chose sur la dimension plutôt donc de l'histoire, en fait, enfin de l'histoire avec un grand H, de la dimension d'historien et de critique de Paulin Viera? Oui. Un de nos collègues que Bachir et moi connaissons, Samba Diop, considère que Paulin Viera est un écrivain engagé aussi et qu'il faudrait prendre en charge cette dimension. Et ses écrits, à la fois sur le cinéma africain et sur Saint-Ben, je ne savais pas qu'il y avait 2 tomes non publiés pour les deux. En fait, ce qui a été publié était excellent parce qu'il a eu, en fait, si vous voulez, la possibilité de parler avec les cinéastes, mais il faisait partie du mouvement. C'est en fait, par exemple, son livre sur le cinéma africain, c'est presque une autobiographie. C'est la biographie de Paulin à cause des différents rôles qu'il a joués et du fait qu'il a été le mentor de tout le monde. Donc, il a cette capacité. La deuxième chose qui est très importante, Stéphane en a parlé, pour moi, l'envers du décor est un chef-d'œuvre pour plusieurs raisons. La première raison, c'est en fait, c'est un dialogue entre Saint-Ben et Viera. C'est-à-dire, Viera est en train de filmer Saint-Ben, mais il filme Saint-Ben à partir de la perspective qu'il donne. Deuxième chose, mais c'est peut-être une des rares fois où Saint-Ben explique ce qu'il fait. Saint-Ben n'explique pas ce qu'il fait et a toujours refusé d'expliquer. Mais avec Viera, et c'est pour ça que je parle de conversation, Viera sait exactement quelles questions poser à Saint-Ben. Le montage, la lumière, les décors et la place du cinéma africain dans le cinéma du monde. Il sait. Et il a cet extraordinaire avantage d'avoir la possibilité d'interroger Carrie Saint-Ben, l'ancienne femme de Saint-Ben. Et c'est fantastique parce que justement, tous les deux nous disent, voilà, le cinéma, comment on le produit. C'est-à-dire cette espèce d'approche très analytique, qui est à la fois une approche de professionnels, ce sont des cinéastes, mais qui sont aussi une approche sociologique et économique. Ce sont des acteurs qui font face à des choses qui sont des choses importantes. Et pour moi, il y a des trucs très importants. Saint-Ben dévoile son œuvre. Il y a aussi un truc très intéressant aujourd'hui. Tiedo, c'est le milieu des années 70. Saint-Ben a des tresses.
c'est quand même fantastique. Je veux dire, les tresses vont devenir à la mode dans les années 2000. 30 ans avant, Sembène se promène avec ses tresses. Je pense que, et en fait, le mélange aussi. Pour moi, Bachir a parlé du métissage. C'est vrai que Vieira, quand j'ai vu les 3 films, je me suis dit, c'est bizarre. Vieira est très senghorien, mais ça jamais le dit. Et il s'accroche, c'est peut-être son aspect. Stéphane a parlé de son enfance. C'est un cosmopolite. C'est un urbain cosmopolite. C'est pourquoi son cinéma, en fait, c'est ça l'autre paradoxe. Il reste pendant longtemps un des rares cinéastes qui est un cinéaste urbain. Sembène mélange les deux, le Sahel et l'urbanité. Lui et Djibril Diop, probablement ce sont les deux. Les deux cinéastes de cette partie de l'Afrique qui s'intéressent disons, à la ville. Et la troisième chose, c'est le rapport à l'histoire. Parce que ça aussi, c'est un film sur l'histoire. Et c'est très intéressant quand les gens disent, est-ce que c'est un film historique ou est-ce que c'est pas un film historique? Mais ça dépend comment on définit l'histoire. Et chez Paulin, on retrouve la même chose. Ils ont une définition de l'histoire qui n'est pas une définition linéaire. Peut-être c'est parce qu'ils sont cinéastes, je sais pas. Mais ce sont des fragments. Et si vous regardez les 4 films qu'on a vus, c'est vraiment des fragments qui se juxtaposent, qui se disjoignent et qui essaient de dire un récit qui n'est pas nécessairement un récit compact. En fait, Sembène a une expression très, très intéressante. Il m'a dit un jour, j'aime pas l'histoire parce que l'histoire est chronophage, que l'histoire mange le temps. Merci beaucoup. En fait, Chani me rappelle, nous rappelle un petit peu à l'ordre parce que on est mangé par le temps nous-mêmes. Bachir, est-ce que vous vouliez rebondir un instant sur ce qu'on a dit, d'autant plus qu'il y avait aussi une question sur les rapports de la salle, des rapports entre Senghor et Vieira, et je voudrais que Stéphane aussi puisse terminer et nous dire c'est les pensées qui lui sont venues en réponse aux dernières questions, mais très brièvement, s'il vous plaît. Oui, alors très brièvement, pour ce qui est des rapports personnels qu'il pouvait avoir, je vais laisser Stéphane en parler. Mais c'est vrai que Senghor est très présent dans son œuvre. Mais c'est normal, Senghor était vraiment une figure majeure de cette période-là, qu'on soit avec lui, contre lui, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut être attentif au fait que le récitant, la figure du récitant et la poésie qui est récitée est très liée à la poésie senghorienne. Dans Une nation est née, c'est l'hymne national. Bon, il récite cela évidemment parce que c'est d'abord l'hymne national, mais c'est aussi un poème de Senghor, et ça, il faut le rappeler. Il y a des allusions fréquentes. Par exemple, simplement dans Afrique sur scène, quand les enfants, au début, les images qu'il reprend où les enfants se baignent, ceci est présenté comme le royaume des enfants. Il suffit de gratter un peu pour retrouver le thème du royaume d'enfance de Senghor. Donc, il y a des tas de choses qui sont ainsi, des allusions directes à la poésie senghorienne, ou alors également à Cheikh Hamidou Kane, parce que là aussi, dans Une nation est née, les textes qui décrivent de manière si poétique l'arrivée des Européens et la colonisation sont des passages de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Donc, il y a une relation littéraire forte, dirais-je. Maintenant, pour ce qui est de la relation personnelle, évidemment, Stéphane sait ça mieux que personne. Je ne dirais pas tant que ça, puisque vu mon jeune âge, c'est vrai que je n'ai pas vécu cette période avec une maturité qui m'aurait permis de distinguer des choses. Par contre, ce que je peux dire aussi sur les relations entre Paulin et Senghor, c'est que
notre père avait écrit tout un scénario sur Senghor. On a tous les écrits, le découpage. Le film était même presque tourné, une partie. Et nous n'avons plus les bandes son. Donc voilà, il y a tous les écrits. Il avait des interviews sur Saint-Ben. Il était venu le voir ici dans sa maison de repos. Donc pour prendre des éléments. Il y a aussi un échange entre Senghor, Coppola, un film, hein, sur le film de Iba Ndiaye. Iba Ndiaye qui est un grand peintre sénégalais, qui nous a quittés il y a bien longtemps. Il y a un échange entre Senghor qui regarde une peinture d'Iba Ndiaye et il y a une discussion qui s'établit et on voit bien que la prise de vue met en valeur un peu le discours poétique de Senghor et le peintre qui s'exprime au niveau de la peinture. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut dire que les images ont porté Senghor. Senghor, on le voit dans toutes les indépendances africaines. Donc, il y a des images de ce président un peu partout dans le monde grâce aux actualités, enfin, grâce au travail de Vieira. Voilà, je ne peux pas rajouter plus et s'il faut conclure, vous me dites. Oui, je le crains, mais je crois que le site PSV Film se fait l'écho de toutes les actualités, projections, colloques autour de l'œuvre de Paulin Vieira. Donc, je pense que l'auditoire a compris que c'était là qu'il fallait s'en référer. Et je vais devoir passer la parole à Chani Pire qui va clore cette session, en annoncer d'autres. Et je voudrais vous remercier très, très chaleureusement pour votre participation, Stéphane, pour votre participation également, Mamadou et Bachir. En tout cas, c'était un grand bonheur pour moi, un grand honneur de pouvoir parler de ces films et de converser avec vous. Voilà, merci infiniment. Bon. Je ne sais pas si… Je tiens simplement à vous remercier tous les quatre pour cette discussion vraiment fascinante sur l'œuvre de Paulin Vieira. Stéphane, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer pour cette première fois. J'espère qu'on pourra vous inviter à Colombia une fois que les voyages reprendront. C'est toujours un très, très grand plaisir et un honneur d'avoir Mamadou Diouf et Bachir Diane qui participent à nos événements, toujours avec des commentaires si riches et profonds. Et merci beaucoup à Nora aussi d'avoir dirigé encore une conversation vraiment très intéressante. Je voulais également il a été beaucoup question de Ousmane Sembène dans cette discussion, donc je voulais aussi vous signaler qu'à partir de samedi, nous mettons à votre disposition un film qui est très peu connu de Sembène Ousmane et peu montré aux États-Unis, Fat Kiné, et dont vous pouvez trouver le lien dans le chat pour pouvoir le regarder en ligne. Et nous aurons une deuxième conversation donc avec Mamadou, Bachir et Nora. Stéphane ne sera pas là cette fois-ci, mais par contre, nous aurons Mariam Abaldé, une actrice sénégalaise qui est une des actrices dans ce film Fatkiné. Ça aura lieu le 25 mars à 13h. Donc, je vous invite tous à revenir. Et vraiment, merci beaucoup pour cette conversation si intéressante. Voyez les films, vous aurez d'autant plus envie de les voir maintenant après ces commentaires. Et vous pouvez les voir jusqu'à samedi. Donc, merci beaucoup et à bientôt.